Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Le plan S2R auquel le gouvernement est en train de mettre la dernière main résulte en grande partie, on l'a dit, d'une large consultation des acteurs économiques et sociaux. Ce plan doit être connu dans le détail dans les jours qui viennent. Les acteurs sont-ils satisfaits du travail accompli et quelles sont maintenant leurs attentes? On va en parler avec nos 4 invités, 2 représentants du monde syndical, Christophe Coulson, le secrétaire général de l'UTCFE-CGC et Tony Dupré, le vice-président de la COGETRA, et 2 représentants d'NCECO, Mimsi Delay, la présidente du MEDEF, et Stéphane Yoto, élu à la CCI. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Alors, la restitution, en quelque sorte, de ce travail a eu lieu lundi et mardi, lors d'un séminaire au CCT auquel vous avez participé les uns et les autres. Il y a eu beaucoup, une sorte de satisfecit en disant c'est bien, la consultation est très large, on a abouti à un plan qui est une feuille de route, a dit le président du gouvernement. La question qu'on a envie de vous poser, c'est et maintenant? Est-ce que tout doit être lancé en même temps? Est-ce qu'il y a effectivement tous les ingrédients dans ce plan pour sortir l'économie calédonienne de l'ornière dans laquelle on se trouve? Dans quel état d'esprit êtes-vous à l'issue de ce travail qui a été mené depuis plusieurs semaines maintenant? Allez, Christophe Coulson pour commencer. Merci, bonjour. Je ne sais pas s'il y a tous les ingrédients qui sont posés dans ce plan, mais en tout cas, il y en a une bonne partie. Je souhaiterais quand même préciser qu'à ce stade, dans ce plan, ce sont des pistes de réflexion qui ont fait l'objet, pour une partie d'entre elles, de discussions un peu plus avancées que ce qui a été dit lors de ce séminaire, mais qui n'ont pas fait l'objet pour l'instant d'un aboutissement complet et du coup d'avant-projet de loi du pays, mis à part ceux que l'on a vus ce matin et qui font suite à la réunion de collégialité d'hier et qui concernent pour la plupart, je veux dire, les entreprises, donc qui apportent un souffle au niveau de l'entreprise, probablement. Mais effectivement, pour la suite, ça fera l'objet de groupes de travail, encore et encore et encore, parce qu'on en a participé à déjà je ne sais combien de groupes de travail, mais en tout cas, effectivement, il va falloir aboutir au plus vite, parce que là, on parle bien de la sauvegarde pour l'instant. Il y a un deuxième volet, puis un troisième volet, que sont la refondation et la reconstruction. Mais là, on est vraiment dans le stade de la sauvegarde et il y a des urgences. Donc des orientations, mais des orientations qu'il faut maintenant mettre en œuvre. Tout à fait. Donc là, je pense qu'avant la fin de l'année, il va falloir que des décisions soient prises sur certains sujets. C'est plus qu'une évidence. Stéphane Yoto. Oui, comme le dit Christophe, on a posé des jalons, on en a posé beaucoup. Mais le diable est dans le détail, c'est-à-dire que la façon dont on va rédiger ce qui a été dit peut changer à 180 degrés ce avec quoi on est venu travailler. Donc maintenant, ce travail, il va être long, il va être fastidieux. Il y aura probablement beaucoup d'arbitrage à faire. Mais comme le dit aussi Christophe, n'oublions pas qu'on est aussi dans le présent et que le présent, ça reste la sauvegarde, ça reste la restauration de la sécurité, ça reste les aides aux entreprises, ça reste tout ce qui peut aider à ne pas détruire l'emploi et le tissu économique. Donc on voit bien qu'il y a 2 temporalités qu'il va falloir pousser en même temps. Tony Dupré. Oui, donc on est à peu près sur la même ligne. Nous, on dit qu'effectivement, dans le S2R, sauvegarde, refondation et reconstruction, pour l'instant, nous, on se positionne essentiellement sur la sauvegarde, avec notamment, pour nous, la problématique du financement pérenne du chômage partiel. Ça, pour nous, c'est vraiment le gros souci actuel. Nous, là-dessus, il faut absolument maintenant que l'État donc, soit plus généreux, j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise, devant le manque de visibilité par rapport donc à ce chômage partiel, elle licencie. Elle licencie massivement. Et donc ça nous inquiète fortement. Et là, il faut absolument donc qu'on évite cela. Et à partir de là, l'État, sur cet aspect-là, vraiment le chômage partiel, il doit financer sans contrepartie. Il en va de la survie des entreprises, de nos salariés, du pouvoir d'achat. Là, nous, c'est vraiment la priorité des priorités. Pareil, pérenniser le chômage partiel, ça permet aussi d'entretenir les formations.
Christophe en parlait à juste titre la semaine dernière, être au chômage partiel, ça permet d'être sous contrat. Quand on est sous contrat, on n'est pas licencié, on a droit à la formation. Là aussi, la formation, il faut l'aider. Il faut l'aider en termes de maintien des compétences, montée en compétences, reconversion. Et je termine, pour faire le lien après avec la refondation et la reconstruction, il y a le plan quinquennal. On peut en parler après. Le plan quinquennal, pour nous, il est vraiment complémentaire. Il permet donc un financement pérenne sur 5 ans, de plusieurs milliards, on ne sait pas combien on aura, mais il permet de ne pas prendre les mesures dans l'urgence. Parce que réformer un pays, il le faut, à tous les niveaux, mais si effectivement on peut avoir cette complémentarité, ce soit complémentaire, hein, donc au niveau du plan quinquennal, avec un financement, plus donc derrière des réformes qu'il faudra faire, mais ça va éviter l'urgence. Oui, on va revenir sur ce point-là. Et cette double temporalité, Mim Sidele, c'est ça aujourd'hui la principale difficulté selon vous, c'est-à-dire effectivement gérer l'urgence, mais aussi préparer l'avenir et des réformes de fond qui sont nécessaires, tout le monde en convient aujourd'hui. Oui, en fait, on est vraiment dans une phase un peu compliquée dans la mesure où tous les dispositifs de sauvegarde qui avaient été imaginés dès le début de la crise, à savoir les reports d'échéances bancaires de 3 ou 6 mois maximum, les étalements de PGE, le fonds de solidarité, le chômage partiel, sont aujourd'hui, entre guillemets, soit plus exploitables, soit au risque d'être supprimés, hein, puisqu'il faut le dire, alors même que la reconstruction n'a pas commencé. Nous le disons très clairement, la reconstruction n'a pas commencé parce que les dossiers d'assurance prennent plus de temps que ce qui avait été imaginé et que les chantiers publics ne sont pas... Alors, il y a un travail important, hein, je veux rassurer tout le monde sur les chantiers publics, ne serait-ce que parce qu'on ne va pas reconstruire tout à l'identique. Donc, il y a une réflexion sur où est-ce qu'on reconstruit les écoles, sous quel format, combien de classes. Et donc, ça a pris un peu de temps. Ces travaux-là devraient être finis d'ici le courant du mois de novembre. Et derrière, nous, on espère un démarrage du chantier au premier trimestre 2025. Mais à partir de là, il faut tenir. Et donc, je rejoins ce qui a été dit sur le chômage partiel. Il est extrêmement important de maintenir nos salariés dans les entreprises le temps que ces chantiers démarrent. Et le deuxième point, c'est les entreprises qui sont bloquées et dont on réclame la réouverture en urgence, à savoir évidemment le site de Prony, mais également les sites miniers de la SLN, et tout cela parce que on ne peut pas demander d'un côté de l'argent en masse, mais nous indiquer que des pans entiers de l'économie sont à l'arrêt, pas en capacité de redémarrer. Donc voilà, la situation est compliquée. Et nous, on demande un peu plus de temps, en effet, et de la visibilité sur le long terme. Je rejoins ce qui a été dit parce qu'on en a besoin. Alors, sur cette question particulière du chômage partiel, il y a eu des demandes de prolongation du dispositif de l'aide de l'État jusqu'à mai 2025, jusqu'à mi-2025. Il n'y a aucune assurance pour l'instant. Il n'y a pas de réponse, Tony Dupré. Tout à fait. La problématique, elle est là. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus rien. Voilà. On nous annonce que c'est reconduit pour 2 mois. À quelle date, on ne sait pas. Le futur, on imagine mai 2025, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et le problème, il est là, c'est que quand ce n'est pas concret, quand il n'y a pas de visibilité, l'entreprise, c'est compliqué pour elle. Hein. Donc, et en plus, comme on l'a dit, s'il y a un souci avec le chômage partiel sur certaines conditions, notamment, on voit bien que c'est compliqué en termes de procédure. Et sur les critères, parce qu'on voit là aussi que, comme pour le Covid, peut-être qu'il y aurait un effet d'aubaine pour certains. D'accord, on l'a vu pendant le Covid. Hein. Dans ce cas-là, nous, on dit on revoit les critères hein, pour éviter ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. Mais voilà, il faut vraiment maintenant pérenniser cela de manière concrète. Et est-ce que c'est une demande, Stéphane Yoto, de la pérennisation, en tout cas la prolongation du dispositif de chômage partiel, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait partie de ce plan S2R, cette demande faite à l'État de continuer à participer en tout cas, nous, on l'a demandé fortement. Ouais. Mais est-ce que c'est inscrit dans le plan? Oui, voilà. On l'a fait. D'ailleurs, c'est quasiment, je crois, la première ligne de la présentation. Je voulais simplement refaire un petit historique. Quand la première mission Bercy est arrivée ici, on a travaillé tous ensemble pour mettre en place les aides. Et clairement, dès le départ, la mission Bercy pensait que la période de sauvegarde, ça s'arrêterait en fin d'année. Et dès le départ, on leur a dit, mais vous plaisantez, on en a pour 12 ou 18 mois. On en a pour 12 ou 18 mois, et ils ne nous ont jamais cru là-dessus. On leur a dit, mais attendez, la déconstruction, la reconstruction, les permis, les assurances, etc., c'est 12 à 18 mois. Donc dans leur tête, c'était on va vous aider quelques mois
et puis après, tout va bien, Madame la Marquise. Bah, c'est pas le cas, on est encore en plein dedans. Et je voudrais me permettre un petit coup de gueule local, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, la façon dont on est traité par la direction du travail sur le chômage partiel, le renouvellement du chômage partiel et les procédures administratives, franchement, c'est inadmissible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon entreprise, j'ai fait une demande de renouvellement le 21 août. Je n'ai aucune nouvelle. J'ai avancé l'argent. Je ne sais pas si je serai remboursé. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Oui, Christophe Coulson. Oui, moi, je voudrais peut-être changer un peu de sujet. Qu'on essaie de faire un tour. Oui, c'était bien de parler du chômage partiel, effectivement, voilà. Parce que c'est une priorité, on l'a bien compris, pour les entreprises et les salariés, mais il y a d'autres points, effectivement, qu'il faut aborder. Donc, on sait tous que l'État nous demande de faire un certain nombre de réformes. C'est important et on en revient à chaque fois à la numéro 1, c'est le RUAM. On le dit depuis longtemps, les uns et les autres, que tant qu'on n'aura pas réformé le RUAM, trouver une solution pour le RUAM, et d'ailleurs M. Slamet l'a dit lors de ces 2 jours, que c'était le RUAM qui plombait les comptes de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il est obligé de donner des subventions, des subventions d'équilibre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on y aille sur ces réformes-là. Et moi, mon message que je souhaiterais faire passer, c'est attention. Attention, on ne doit pas toujours rechercher des recettes nouvelles, parce que c'est la facilité, mais on doit aussi rechercher à réduire les dépenses, qui, à mon sens, nous mèneront vers une situation plus pérenne que celle de mettre de la recette. Parce que plus on va mettre de la recette, plus on va augmenter nos besoins et plus on va dépenser. Mais alors, à quelles dépenses vous pensez ? Écoutez, il y a des solutions qui ont été posées sur la table, notamment la différente numérisation, la feuille de soins, les analyses, etc., etc. Il faut qu'on aille au bout de ces choses-là, parce qu'on s'apercevra, je pense, après avoir mis ça en place, qu'on va arriver à réduire des dépenses. Chacun aussi, chacun dans notre société devra participer à cette sauvegarde. Moi, je ne suis pas pour qu'on laisse de côté... alors, on a entendu qu'effectivement, il y a des gens qui sont malheureux en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Mais si on veut responsabiliser les gens dans notre société, il faut que chacun participe à la hauteur de ses moyens. Et ça, la CFE-CGC, elle y tient, et elle le dira à chaque fois qu'elle aura l'occasion de le dire. Et est-ce que dans ce plan S2R, Mimsidele, il y a des dispositifs, ou en tout cas des pistes de réflexion concernant le sauvetage du RUAM ou la réforme du RUAM? Et puis on a bien vu que, parce qu'il y a eu une tentative qui a avorté de réforme du RUAM, est-ce que là, les choses pourraient avancer avec des nouvelles propositions et des nouvelles pistes? Oui, je dirais qu'aujourd'hui, le constat, il a déjà été fait, mais il est refait, c'est qu'on ne peut pas financer les RUAM en majorité sur les salaires, vu que globalement, l'emploi privé vient de s'effondrer en Nouvelle-Calédonie et on voit bien les recettes fiscales, globalement, pas uniquement les prélèvements sociaux, s'effondrent. Je veux être très clair, on parle de 70 milliards de manque à gagner cette année en termes de recettes pour la Nouvelle-Calédonie, liées à la chute de l'activité, liées aux pertes d'emplois. Donc, clairement, les prélèvements sur les salaires, ça ne va pas être la solution. Donc, la fiscalisation de notre système de santé est sur la table. L'idée qu'il faut traiter l'ensemble des citoyens calédoniens au sein d'un système unique, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aide médicale gratuite, mais aussi le RUAM, est sur la table. Donc, une simplification globale du système et de son traitement. Et comme l'a dit Christophe Coulson, la réduction des dépenses. Parce que la réalité, et ça a été évoqué plusieurs fois pendant le séminaire, c'est qu'est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de financer. La réalité, c'est beaucoup moins. Donc, il va falloir faire des choix et réviser effectivement fiscalement nos modèles de prélèvement. Les points de réforme sont sur la table, mais il ne faut pas se mentir. On n'a plus les moyens de vivre au même niveau qu'avant. Mais dans ce travail que vous avez mené en concertation notamment avec les élus, est-ce que vous sentez la volonté aujourd'hui de la classe politique de mener ces réformes? Parce qu'on sait que c'est parfois compliqué avec un certain nombre d'échéances électorales, un certain nombre de postures aussi qui peuvent exister. Est-ce que vous avez senti que les dirigeants, et notamment les membres du gouvernement, étaient prêts à lancer ces réformes et à les mener le plus loin possible, Tony Dupré? Le gouvernement, oui, il nous semble. Il était là... en format collégial. On a bien entendu les discours les uns des autres.
Par contre, au niveau des élus du Congrès, dans des groupes politiques, moins, puisque beaucoup étaient absents. Et en plus, vu les discours des uns et des autres, en ce moment, on sent en plus une volonté, j'en parlais, d'opposer le plan quinquennal du Congrès, celui qui permet le financement sur 5 ans. Vous êtes tous d'accord autour de la table pour dire que plan quinquennal et S2R, c'est complémentaire et ça peut s'articuler de façon intelligente, globalement? Si les efforts sont faits de manière intelligente, il n'y a pas de raison. Je veux dire, le financement, c'est le plan quinquennal, financement urgent et en plus de manière pérenne sur 5 ans et surtout sans condition, sous forme de subvention ou d'indemnisation. Aujourd'hui, c'est quoi le financement? Malheureusement, ce sont des contreparties, des prêts où je mets 1, tu mets 1. Mais comment mettre 1 quand tu as 0? Et ça, le souci, c'est qu'en même temps, il faut pas. On est déjà endetté, donc c'est pour ça qu'on dit que nos élus, là, tous, notamment au niveau du Congrès, ils doivent prendre leurs responsabilités, mettre de côté leur posture, mettre de côté l'échéance des provinciales 2025. On n'a pas le choix. Donc, en plus, dans la délibération du S2R, l'article le 14 ou le 15 apparaît le plan quinquennal. Donc là, on reste encore une fois sur des postures. Donc nous, on dit non, il faut y aller tous ensemble. Les enjeux sont trop importants et là, on ne peut pas se permettre une guéguerre politique. Stéphane Yoto, vous partagez ce point de vue? Oui, à peu près. Je pense que exiger 5 milliards d'euros de la France, ça a peu de chances d'aboutir, mais on aura peut-être moins, Stéphane, mais non, mais je suis d'accord. C'est une base de départ. En dehors de ça, je suis d'accord avec ce que Tony vient de dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux voix qui ne parlent pas de la même voix entre le Congrès et le gouvernement. Il faut que ce soit l'union sacrée, même s'il y a des provinciales qui arrivent bientôt, même s'il va y avoir des tensions, des enjeux. C'est essentiel pour nous. De toute façon, on ne l'a peut-être pas dit, mais on va le redire. Le problème politique, il est supra de tout ce qu'on vient de dire. Il a été évoqué lors des discussions sur ce plan S2R, ou est-ce que vous êtes resté centré sur les questions économiques de reconstruction, de refondation et de sauvegarde, ou est-ce que le nouveau modèle institutionnel a été évoqué? Il a été évoqué. Il y avait 4 thématiques. Il y avait l'économique, le sociétal, l'institutionnel et la santé. Et la santé. Ça a été quand même peu évoqué, mais c'est supra. Il faut qu'on trouve un grand accord politique, sinon on n'ira nulle part. Oui. Christophe Couchon, et puis en matière de chapitre institutionnel, ce qui a surtout été évoqué, c'est la réforme de l'administration, des services administratifs, les établissements publics, comment pouvoir faire pour les regrouper, mais au point de vue strictement politique, je suis désolé, mais moi j'ai rien entendu sur qu'est-ce qu'on fait des provinces, qu'est-ce qu'on fait du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait du Congrès. Là, donc c'est supra, mais on n'est pas rentré dans le détail, même si délai. Non, après nous, on s'est borné à faire un certain nombre de constats, et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on dit depuis déjà plusieurs années, c'est que la discussion institutionnelle, elle doit aussi être basée sur les réalités socio-économiques de notre pays et son fonctionnement et son coût. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une administration qui a un coût qui est très important, pas parce qu'on a des services administratifs qui sont débordés, parce qu'on a un système institutionnel qui est coûteux, parce qu'on a plusieurs échelons. Donc, une fois qu'on a posé ce constat, oui, il y aura une responsabilité politique en Nouvelle-Calédonie de décider, compte tenu de la taille de notre territoire, de son nombre d'habitants, eh bien, quelles institutions on est en capacité de se payer, encore une fois. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus. D'autres territoires, on a évoqué le cas de la Polynésie, qui ont le même nombre d'habitants, ont des institutions et une fonction publique nettement moins coûteuse, parce que le système est beaucoup plus simple. Donc, il va falloir à un moment, en effet, avancer dans cette direction. Juste une précision. Je me doutais que vous alliez réagir, mais... Non, mais par rapport à ce que c'est pour dire que la réduction des dépenses, elle est liée aussi peut-être à une organisation un petit peu institutionnelle qui pourrait être différente. Oui, bien sûr, mais par rapport à ce que vient de dire Mimsi, je reviens. Il ne faut pas comparer avec la Polynésie, parce que la Polynésie, les fonctionnaires de Polynésie sont sur la dette de l'État. C'est l'État qui paye les fonctionnaires en Polynésie. Il n'y a pas de fonction publique territoriale. Voilà. Donc, il faut être prudent dans cette comparaison. Après, oui, sur la question, on le sait tous, je rejoins ce que Mimsi dit, je n'ai pas de problème avec ça. Ces strates institutionnelles amènent des compétences exercées en double, en triple,
Et effectivement, ça nécessite du personnel, ça nécessite des dépenses supplémentaires. Donc oui, mais la question c'est, et on l'a abordé plusieurs fois, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à fonctionner de cette façon-là? Pour 270 000 habitants. Pour 270 000 habitants, je rejoins Mimsi, et je l'ai dit lors du séminaire, la difficulté qu'on a avec ce sujet, c'est que c'est un héritage politique. C'est un héritage des accords de Nouméa. Donc, c'est les politiques qui doivent régler ce souci. Ce n'est pas nous, les syndicats de salariés ou syndicats de patrons. Il faut que nos politiques en discutent et qu'ils optent pour la meilleure des solutions. Tony Dupré. Non, pas de souci, Christophe. C'est même avant l'accord de Nouméa, c'est les provinces. C'est les accords de Matignon, la création des provinces. Donc, un système qui a été voulu et qui est confortable pour certains, et remettre en question aujourd'hui les provinces. Mais vous imaginez, le dire, c'est facile, mais le faire ensuite. Le faire. Parce qu'au départ, la nouvelle-Calédonie, elle avait ses compétences, elle a délégué. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Et en plus, le danger là-dessus, on sait que c'est ça qu'il faut faire, notamment en termes de coûts, en termes de dépenses, mais on préfère aller sur, donc, remettre en cause quelque part, nous on le dit, donc notre fonction publique. Mais nous on dit qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut réformer. On a commencé à le faire d'ailleurs. Mais on a quand même la chance ici d'avoir une qualité de service public que beaucoup de pays nous envieraient, hein, en termes de santé, en termes d'enseignement. Non, on est d'accord qu'on n'est pas sur un affrontement basique. Faut-il moins de fonctionnaires, plus de fonctionnaires? Il faut revoir un système aujourd'hui qui surfonctionne peut-être par rapport à la population. Si le politique, il veut aller sur ce terrain-là, si c'est ça qu'il veut réformer, d'accord, mais qu'il le dise, qu'il ait le courage de dire à la population, mais forcément, ça aura un impact sur la qualité des soins, sur la qualité de l'enseignement. Tout le débat, il est là. Tout le débat, il est là. Mimsi Délé et Stéphane Yoto après. Alors, il y a un autre champ sur lequel on a eu pas mal de débats, c'est le champ d'intervention publique dans la sphère privée. Parce qu'on a parlé évidemment de la fonction publique, mais on a parlé aussi de la suradministration, entre guillemets, par les établissements publics d'une grande partie de l'économie. Société d'économie mixte, participation dans des activités qui sont déjà occupées par le secteur privé, avec des fois des effets de concurrence néfastes. Et le constat, c'est de dire, là où il y a du privé, laissons le privé travailler. Les sociétés d'économie mixte, malheureusement, n'ont pas non plus fait la preuve de leur performance, c'est moins qu'on puisse dire. Et l'objectif, c'est vraiment maintenant que les collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie se désengagent des SEM, vendent peut-être une partie de leurs actifs dans un certain nombre d'activités parce qu'il faut redonner de l'élan à un grand nombre de secteurs économiques. Et aujourd'hui, on fait le constat que c'est aussi une des pistes pour faire des économies dans un certain nombre de secteurs. Stéphane Yoto. Oui, juste en deux mots, la question, elle est très basique, mais elle est essentielle, c'est qu'est-ce qu'on a les moyens de se payer ? Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'état de crise, de faillite dans lequel on est, je ne vois pas de sortie sans une dégradation du service de santé, du service public. J'en vois pas, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se payer grand-chose, sauf à tendre la main en permanence vers le grand frère métropolitain. Mais ça a un temps. Il faut que nous, on travaille ensemble pour une autonomie financière. Parce que le mot autonomie a d'autres... Oui, il faut bien préciser, oui, vous avez raison. Autonomie financière pour gérer tout ça. Christophe Coulson. Oui, donc pour répondre pour compléter ce que dit Stéphane, on y est déjà, hein, dans la dégradation de la santé, hein, notamment, hein, quand on voit ce qui se passe sur tout le territoire. Pas que pour des questions de financement, aussi par des questions de pénurie, parce que les gens ne veulent plus venir travailler dans certains endroits. Tout à fait. Donc le service aujourd'hui qui est rendu à la population calédonienne, il a déjà pris une sacrée claque. Par rapport à ce que disait Mimsi, j'ai aussi fait passer un message au cours de ce séminaire, et je vais le redire ici. Moi, je souhaiterais qu'on sorte du carcan de la comparaison du secteur public et du secteur privé. On est tous en Nouvelle-Calédonie, on doit tous avancer dans le même sens. Et par rapport à ce que disait Mimsi, je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut laisser le privé s'installer là où il y a des services qui sont rendus par le public, à une seule condition. C'est que les mêmes services soient rendus. Parce que si on parle de l'OPT,
et que le secteur privé veut s'installer, eh bien, il va falloir qu'il ouvre les agences jusqu'à Poum, jusqu'à Bellep, jusqu'à Tiga, et qu'ils rendent les mêmes services que l'OPT. Sauf que, excuse-moi, mais quand je ne suis pas un entrepreneur, mais quand on a une société, en général, quand elle met du chiffre négatif, eh bien, on s'en sépare et on se dirige vers ce qui rapporte. C'est ça la crainte en fait qu'on a. Et c'est la même chose pour l'OCEF, par exemple. L'OCEF, il rend un service public. Ben oui, il va chercher les têtes de bovins chez les éleveurs jusqu'à Poum, même s'il n'y en a qu'une ou il y en a deux. Il va les chercher, et ça à titre gratuit pour les éleveurs. Donc voilà, oui, mais... On ne va pas réduire cette émission oui, à ce débat entre... voilà, parce que... Oui, mais qu'est-ce qu'on peut mais on sent bien qu'il y a des équilibres, en tout cas, à trouver. Qu'est-ce L'impression que ça donne, c'est qu'il y a des équilibres à trouver. Il ne faut pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Il faut trouver des choses à rééquilibrer, peut-être, dans le fonctionnement global, Tony Dupré. Mais justement, dans l'équilibre, nous, on est intervenu au niveau du pouvoir d'achat. C'était mentionné, préserver le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, oui, il faut le préserver. Avec les difficultés. C'est une déclaration d'intention, de toute façon. Oui, mais en mode sauvegarde. Mais après, en mode refondation et reconstruction, nous, on dit rajouter, aussi améliorer le pouvoir d'achat. Si demain, on part sur un modèle de société, là aussi, il faut prévoir tout ça. Donc, on a insisté clairement sur aujourd'hui, c'est toute la difficulté entre la sauvegarde et le reste. Donc, l'emploi est important. Et aujourd'hui, là, on l'a soulevé aussi, sur la sauvegarde, l'urgence, elle est là aussi. C'est que le pouvoir d'achat, il est fortement compromis. Et là, c'est pareil, en termes d'inflation des prix, on a interpellé le gouvernement pour dire il faut faire quelque chose. L'inflation des prix, actuellement, elle est insupportable. Donc, il faut agir. Parce que dans quelques temps, les gens auront plus que des difficultés à pouvoir non seulement se loger, mais surtout se nourrir. Donc, c'est pas facile tout ça. Mais il ne faut pas oublier cet aspect fondamental pour nous, c'est de préserver ensuite, d'améliorer le pouvoir d'achat. Et ça, pour nous, ça paraissait pas assez. Après, je vais peut-être fâcher un peu Stéphane et Mimsi. Ils auront le droit de répondre. Oui, non, nous, l'émission avance. Donc, honnêtement, sur la partie fiscalité, la partie sociale, on trouve, nous, qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec les propositions du NCECO, dès le départ. Fiscaliser le social, la santé, réduire les dépenses publiques. Donc, maintenant, vous l'avez dit dès le début de l'émission, ce n'est pas figé, d'accord, mais il faudra là, faire attention à ça. Parce que là, pour l'instant, nous, certains aspects, on ne s'y retrouve pas. Alors, on aura l'occasion de refaire des émissions, je pense, sur un certain nombre de points de ce plan S2R, notamment la question de la fiscalité, parce que là, on ne peut pas tout aborder. On arrive à la fin de cette émission. Peut-être quand même, pour terminer, l'impression que ça donne, en tout cas en vous écoutant les uns les autres, c'est que le travail n'est pas fini, loin de là. C'est-à-dire qu'on a posé une petite pierre et que tout reste à faire. Maintenant, c'est là-dessus qu'il va falloir être vigilant, Mimsi Délé. Oui, Louis Mapou l'a dit en conclusion du séminaire. C'est un début. Et ce qui est très important, c'est de comprendre maintenant, et d'ailleurs il y a eu plusieurs appels à la méthode, comment est-ce qu'on va travailler, avec quel tempo, quel calendrier. Ça n'est pas encore très très clair. Donc il nous a été indiqué que les provinces seraient associées, mais effectivement ces chantiers doivent s'ouvrir en urgence et il faut respecter un certain nombre d'étapes de concertation, parce qu'effectivement, comme on est resté beaucoup au niveau du constat, pour l'instant, on n'a pas parlé des chiffres et des bilans. Il y a un gros sujet qui a été évoqué, c'est celui de la dérégulation des protections de marché, je reviens sur le pouvoir d'achat. Ça nécessite des études et des analyses un peu plus fines, mais ça, il faut les lancer. Le constat est partagé sur le fait qu'il faut aller plus loin dans ce domaine, mais sur la base d'études qui soient objectives, évidemment. Donc, voilà, méthode et calendrier, c'est très important. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment, oui, les uns et les autres. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, écoutez, merci d'être venu dans cette émission pour nous parler de ce plan S2R dont on va reparler forcément et sur certains de ces aspects aussi, parce que des émissions sur la fiscalité, sur le sauvetage du REAM et sur le chômage partiel ou la prise en compte du chômage de régime général, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus participer à ces Jeudis de l'économie.